Diplomatique, vous les connaissez certainement. Le collectif de solidarité montpelliéraine, de solidarité avec le peuple grec, a été créé suite à la catastrophe économique dite de sauvetage de la Grèce, qui en fait est un sauvetage des banques françaises et allemandes, et qui a précipité la Grèce dans une situation économique tout à fait inédite et catastrophique. Et c'est à ce moment-là que notre collectif s'est créé, avec comme objectif d'assurer une solidarité avec un certain nombre d'organisations avec lesquelles nous avions des contacts en Grèce, notamment une association qui est à Nopli, qui s'appelle Politismus, et qui vient en aide aux personnes les plus démunies sur la localité de Nopli. Nopli, c'est dans le nord-est du Péloponnèse, pas très loin d'Épidore. Nous avons aussi une action très continue de soutien à une coopérative autogérée, Biomé, qui est de Thessalonique, qui a été constituée par les ouvriers d'une entreprise qui fabriquait des cols à carrelage. Alors vous imaginez qu'avec la crise grecque, les cols à carrelage, on n'en vendait plus, c'était fini. L'entreprise a fait faillite, les travailleurs ont occupé l'usine, et avec le matériel disponible dans l'usine, ils ont cherché ce qu'ils pouvaient faire, qui se vendrait de toute façon, donc se laver et laver le parterre, ça on le fera toujours. Donc ils fabriquent des produits de nettoyage et d'hygiène corporelle à partir de produits agricoles grecs. Et le soutien intellectuel qu'on apporte à nos correspondants grecs, c'est l'organisation notamment de conférences, de débats qui permettent d'avoir sur ce pays des informations différentes et plus complètes que celles qui sont dans les médias mainstream. Ça fait 10 ans, c'était nos 10 ans. Et le temps a passé, mais la dette grecque ne s'est pas résorbée, ne vous inquiétez pas à ce sujet. La jeunesse grecque a émigré en masse, et les médias dominants ont détourné leur regard de ce pays. Alors donc nous avons, pour essayer d'y voir un peu plus clair sur la situation en Grèce, nous avons invité le professeur Gabriel Koletis, qui est professeur des universités en économie à l'université de Toulouse, et qui va nous exposer la situation donc, économique de la Grèce aujourd'hui. Donc, il est l'auteur de nombreux articles, d'un certain nombre d'ouvrages également, et notamment un qui s'appelle « L'urgence industrielle », et ces ouvrages tranchent avec le discours sur la soi-disant société post-industrielle et qu'on nous vante tant. Donc, vos questions pour laquelle on l'a fait venir, c'est la question du jour, c'est quelle est la situation économique de la Grèce aujourd'hui? Voilà, j'en ai assez dit, et maintenant, à lui, la parole. Bon, ben, merci de votre invitation. Effectivement, je vais donc vous parler de la situation économique en Grèce aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est vous présenter dans un premier temps ce qui me semble être les principaux indicateurs. Je vais faire une sorte de constat, si vous voulez, de la situation actuelle. Dans un deuxième temps, c'est que j'essaierai de vous expliquer pourquoi la Grèce est dans cette situation aujourd'hui. Donc, expliquer pourquoi, quelles sont les raisons profondes, historiques, souvent, qui expliquent la situation. Ensuite, je me poserai la question, même si ça sera succinct, est-ce que finalement la France est une Grèce qui s'ignore? Est-ce que quelque part les problèmes que les Grecs rencontrent ne sont pas les problèmes que nous rencontrons ou que nous allons rencontrer déjà bientôt en France? Donc c'est une sorte de comparaison, mais comparaison vaut pas raison. Donc on sera prudent avec la comparaison, mais je vous parlerai quand même de la France et des points de similitude avec la Grèce. Et puis j'essaierai de terminer en essayant de ne pas vous avoir complètement abattu, en tentant de répondre à la question que faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Quelles solutions? Bon, voilà. On va donc commencer, si vous voulez bien, par le constat de la situation. Alors, ce constat, je fais exprès de rentrer par les indicateurs que prend le gouvernement. Parce que ces indicateurs sont ceux qui sont relayés dans la presse, dans les médias habituellement, et le gouvernement les présente d'une certaine manière, on va dire comme ça. Et je voudrais peut-être déconstruire un tout petit peu ce tableau un peu idyllique qui est présenté par le gouvernement grec depuis un moment. Le gouvernement actuel est issu d'élections qui ont eu lieu en juin 2023. Donc c'est pas très ancien.
mais dès que le parti qui est actuellement au pouvoir, qui est donc un parti de droite, droite libérale, a gagné les élections, il a tout de suite dit « ça va mieux ». C'était immédiat, donc il suffisait de voter pour ce parti-là et d'écarter du pouvoir rapidement, le plus rapidement possible le parti précédent qui était au pouvoir, dont je vais certainement parler un peu, qui est Syriza, pour que spontanément la situation de la Grèce, en quelque sorte, s'améliore. Bon, comprenez bien que ce n'est pas aussi simple que ça, il ne suffit pas d'aller voter pour que immédiatement la situation économique s'améliore. Juste un détail, mais qui n'en est pas un complètement, c'est qu'effectivement la droite a gagné les élections en juin 2023, mais avec une participation électorale extraordinairement basse. Alors que les Grecs, c'est un peuple comme les Français très politisé, que ces élections étaient très politiques, et je pense que les Grecs ont été dans une situation de désarroi parce qu'ils n'avaient pas très envie de voter pour la droite. Ils n'avaient pas très envie non plus de voter pour le PASOK, c'est-à-dire le Parti socialiste, et je pense qu'une grande partie d'entre eux étaient extrêmement déçus du passage au gouvernement par Syriza. Et donc, dans ce contexte-là, finalement, le taux de participation a été très bas, il a été aux alentours de 50%. Depuis 2023, donc, voilà, le gouvernement ne cesse de dire la situation va mieux. Donc, je vous propose de le regarder de près en prenant les indicateurs du gouvernement. Alors, la croissance économique, tout d'abord, depuis 2023, depuis 2-3 ans, elle est de l'ordre de 2% par an. C'est ça le chiffre, c'est 2, 2,1, 2,2, bon. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi pavoiser quand on a une croissance économique de 2% ? Pas vraiment, vous le sentez bien, 2% c'est quand même pas non plus 8% ou 10%. Et je pense que ce taux est d'autant plus faible, en réalité, qu'il faut que vous ayez en mémoire que depuis 2010, le PIB de la Grèce, qui mesure souvent la richesse économique, a reculé de 25%. Donc quand il y a un recul de 25%, et qu'après on a des taux de croissance de 2%, vous comprenez qu'il faudra à la Grèce, si tout va bien pour elle, à peu près 10 ans pour effacer le recul extraordinaire du PIB qui a été enregistré depuis 2010. Et par ailleurs, quand on regarde de plus près pourquoi la croissance économique a été de 2%, qui encore une fois n'est pas un chiffre extraordinaire, que c'est bien le tourisme qui tire l'économie grecque. Je reparlerai du tourisme tout à l'heure. Est-ce qu'il est souhaitable qu'un pays base son développement, la pérennité de son développement, la viabilité de son développement sur des flux touristiques? On peut vraiment s'interroger beaucoup. S'agissant de la balance commerciale, la balance commerciale s'est redressée un tout petit peu. En effet, le déficit de la balance commerciale, vous avez bien compris que c'est la différence entre ce que la Grèce exporte et ce que la Grèce importe. Le déficit de la balance commerciale s'est quelque peu résorbé. Pourquoi s'est-il résorbé? Parce qu'il y a eu un effondrement de la consommation. Donc à partir du moment où la consommation s'effondre, vous comprenez bien que les achats des Grecs qui portent beaucoup sur des produits étrangers, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, les achats des Grecs diminuent et les importations diminuent avec. Bon, donc il y a effectivement ce que les économistes appelleraient un redressement apparent de la balance commerciale. Parce que ça ne veut pas dire que les Grecs importeraient moins parce qu'ils produiraient davantage pour répondre à leurs besoins, ça veut dire juste qu'ils consomment moins. Donc comme ils consomment moins, ils importent moins, très logiquement. Est-ce que les Grecs exportent davantage? La réponse est non, les exportations ne progressent pas. Même un indicateur économique qui est très intéressant, c'est l'indicateur qu'on appelle le taux de couverture. Le taux de couverture, qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure le ratio, le rapport si vous préférez, entre les exportations au numérateur et les importations au dénominateur. Donc quand un pays a une balance commerciale qui est équilibrée, le taux de couverture est égal à 100%. Ça veut dire que vous exportez autant que vous importez. Quand vous avez un pays comme l'Allemagne qui exporte beaucoup, qui a un gros excédent de sa balance commerciale, vous avez un taux de couverture qui est évidemment nettement supérieur à 100%, parce que les exportations l'emportent beaucoup sur les importations. La Grèce a le taux de couverture le plus faible d'Europe, le plus faible, et il est de 60%, ce qui est extraordinairement bas. Vous comprenez que ça signifie donc que lorsque les Grecs importent pour 100, ils exportent pour 60. Donc il y a un déficit commercial de la Grèce qui est énorme, parce qu'ils sont devenus totalement dépendants de leurs importations.
Okay, et ils sont dépendants de leur importation pour pratiquement tous les produits de la vie courante. Et si, pour ceux d'entre vous qui connaissaient la Grèce, il vous suffit de regarder, aller sur les marchés, déjà sur les marchés, hein, alors que la Grèce est un pays plutôt rural, vous verrez des pommes de terre qui viennent d'Allemagne, des tomates qui viennent d'Espagne, et là je ne prends que des produits alimentaires. Quant à l'huile grecque, elle est très souvent produite en effet avec des olives grecques, mais avec des olives grecques qui sont transformées en Espagne, qui sont transformées en Italie, voire même transformées en Allemagne. Donc ça c'est important de le retenir parce que quand on parle de la compétitivité d'un pays ou de la balance commerciale, on met très souvent l'accent sur les exportations et on oublie, il y a une sorte d'angle mort là, on oublie les importations, alors que les importations sont tout à fait déterminantes. Regardons ce qu'il en est du déficit et de la dette. D'abord, le déficit et la dette ont explosé. Ce n'est pas un problème nouveau, hein. Le déficit et la dette, c'est un problème très ancien pour la Grèce. Je parle de déficit et de la dette de l'État grec, hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, c'est un problème qui est un problème très ancien, c'est un problème qui s'est considérablement aggravé à partir de 2008. Okay. La Grèce a emprunté de plus en plus d'argent à l'extérieur, sur les marchés financiers, auprès des banques. Okay. Quand vous empruntez de plus en plus, vous payez des taux d'intérêt qui sont de plus en plus importants, et payant des taux d'intérêt de plus en plus importants, vous avez quelque chose qui ressemble à une boule de neige. Hein. La Grèce est submergée par des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés, qui sont cumulés, qu'elle ne parvient pas à régler, et donc elle emprunte de plus en plus pour rembourser les emprunts antérieurs. Est-ce que vous avez bien compris, hein? La question c'est, est-ce que les emprunts dégagent des ressources nouvelles? Parce que normalement, si vous allez à la banque, c'est que vous empruntez ou c'est pour avoir des ressources nouvelles. Pas du tout. Pour un pays comme la Grèce, les emprunts servent à rembourser les dettes antérieures et à payer les taux d'intérêt. Donc, face à une situation comme celle-là, qu'est-ce que le gouvernement grec fait aujourd'hui? Il continue à faire, malheureusement, ce que le gouvernement Syriza a déjà fait, c'est qu'il écrase la dépense publique. Il écrase la dépense publique parce que les taux d'intérêt, vous ne les négociez pas, hein, c'est très difficile de négocier les taux d'intérêt, donc il écrase la dépense publique. Et il écrase la dépense publique dans les domaines qui correspondent aux services publics, en particulier deux domaines. Le domaine de la santé, les dépenses de santé ont baissé sur les dernières années de plus de 40%, sur un pays qui est déjà très en difficulté hein, du point de vue de son système de santé, et les dépenses d'éducation sont complètement, comment vous dire, reportées sur les familles, parce que en réalité, la plupart des jeunes Grecs, pour ceux d'entre vous qui connaissaient la Grèce, eh bien, ils vont à l'école le matin ou jusqu'à 13h, et puis après, ils vont en études l'après-midi, parce que le système scolaire est complètement défaillant. La dette, elle a culminé à 206% du PIB, hein, ce qui est absolument énorme, en 2020, et elle est retombée aux alentours de 180% du PIB aujourd'hui. La nôtre est de 110%. Hein. La bonne solution pour sortir des déficits et sortir de la dette, c'est d'avoir une activité économique la plus importante possible. Là, pour le coup, 2%, ça ne suffit pas. Quand vous avez une activité économique qui est importante, vous avez logiquement, vous le comprenez, des recettes fiscales qui rentrent mieux, vous avez un certain nombre de dépenses sociales qui sont moins importantes parce que les gens ont déjà un emploi bien rémunéré, etc. Voilà. Sur le chômage, alors le gouvernement, ça c'est l'indicateur qui met tout le temps en avant, c'est que le taux de chômage a beaucoup baissé. C'est vrai, le taux de chômage a beaucoup baissé. Il était monté au pic de la crise, j'ai regardé ça, à 28% de la population active. Vous vous rendez compte, hein, 28%. En France, on est aux alentours de 7, 8, 9, quelque chose comme ça. 28% de la population active au chômage. Aujourd'hui, le chiffre qui est avancé par le gouvernement, c'est 10%. Mais là aussi, je me suis dit, il faut regarder un peu plus précisément, si vous voulez. Hein. Le résultat, si vous voulez, quand on regarde plus précisément, c'est que 47% des emplois qui ont été créés depuis 2020, 47%, ce sont des emplois à mi-temps. Ce sont des emplois à mi-temps. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on prend un emploi, on divise par 2, on le divise par 3. Donc, ces personnes ont un emploi, donc elles sortent des statistiques du chômage. Hein. Vous comprenez bien ça. Hein. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la Grèce, vous savez aussi qu'il y a beaucoup de Grecs qui ont 2 emplois. Ils ont un emploi, on va dire, officiel dans l'économie formelle, et puis ils ont un emploi dans l'économie informelle, ils sont chauffeurs de taxi, plus ou moins, déclarés, pas déclarés, etc. Bon. Tout ça, ce sont des gens qui sortent des statistiques de l'emploi, hein, évidemment. Hein. Ils ne sont plus enregistrés comme étant des chômeurs. Et vous avez en Grèce, au demeurant comme la France,
une multiplication des contrats de travail courts ou ultra courts. Okay, donc entre le temps partiel, les emplois précaires, les emplois courts, ultra courts, etc., et les emplois dans le secteur informel, effectivement, vous pouvez avoir facialement une diminution du taux de chômage. Et cette diminution du taux de chômage, elle a comme corollaire immédiat un mal emploi. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux vous dire? Donc s'arrêter juste au taux de chômage, c'est finalement peut-être quelque chose qui est un peu trop simple, un peu trop facile. Statistiques migratoires. Quels sont les Grecs? Est-ce qu'il y a beaucoup de Grecs qui quittent la Grèce? Quels sont les chiffres? Où est-ce qu'on peut les trouver, etc. J'ai eu le plus grand mal du monde à trouver les chiffres en question. Ils sont très difficiles à trouver. Entre 2010 et 2018, il y a 800 000 Grecs qui sont partis. Je vous rappelle que la population de la Grèce, c'est entre 10 et 11 millions d'habitants. Okay, donc entre 2010 et 2018, 800 000 départs. Entre 2019 et 2022, à peu près 300 000 départs. À peu près. Donc, si vous prenez la période sur laquelle on a les chiffres, donc entre 2010 et 2022, vous avez environ 1,1 million de départs. Ce qui correspond à 10% de la population grecque. Vous vous rendez compte ? 10% de la population grecque qui quitte la Grèce. Il fallait rapporter ces chiffres à la France, par exemple, puisque nous sommes à peu près 70 millions en France. Les Grecs sont 10 millions. Donc vous multipliez par 7. C'est comme si 7 millions de personnes vivant en France quittaient la France. C'est une implosion du système de la démographie que la Grèce n'a absolument jamais connue. Vous comprenez bien. C'est une véritable hémorragie. Vous avez 60% des gens qui quittent la Grèce qui ont entre 25 et 44 ans. Ça veut dire que c'est le cœur de la population active. Ce sont des gens qui sont bien formés. Vous avez 20 000 médecins qui ont quitté la Grèce depuis 2010. 20 000 médecins. C'est absolument considérable. Et là, je vous demande de bien comprendre qu'on change d'époque. Ça veut dire qu'on n'est pas dans les années 50-60. Dans les années 50-60, ceux qui quittaient la Grèce, c'était des gens qui n'avaient pas de formation. Ce sont des médecins, des architectes, des gens qui ont Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Ce sont ceux-là qui quittent la Grèce. Et quand ils ont quitté la Grèce au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ils ont trouvé un emploi dans un autre pays, je ne sais pas, l'Allemagne par exemple. Bon, l'Allemagne qui a saigné la Grèce quand même. Bon, l'Allemagne, la France ou d'autres pays encore, ces gens-là, la probabilité qu'ils reviennent en Grèce, elle est très faible. Parce qu'ils finissent par se marier, ils finissent par avoir des amis, ils finissent par construire leur vie. Ils reviendront en Grèce quand ils prendront leur retraite. Vous comprenez bien, mais ils ne vont pas revenir en Grèce pour chercher un emploi qu'ils n'ont aucune chance de trouver dans de bonnes conditions. Que c'est probablement le vrai problème de la Grèce. Il faudrait vraiment qu'il y ait un projet économique et social, évidemment, de développement de ce pays pour que ces gens reviennent. Sinon, ils ne reviendront pas. Pourquoi reviendraient-ils? Ou alors ils reviennent à leur retraite ou pendant les vacances, parce que ces gens-là sont attachés à leur pays. Comme nous, en France, on est attachés à notre pays, les Grecs sont tout aussi attachés au leur, évidemment, pour certains d'entre eux, d'ailleurs, bien davantage. La crise du logement. La crise du logement, c'est une crise qui est très grave. C'est une crise qui est, dans les villes en tout cas, très accentuée par les plateformes de location de passagères. Elles ont comme conséquence que le centre-ville devient inaccessible parce que la plupart des logements sont loués à des touristes pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois de l'année. Et il est beaucoup plus facile de gagner de l'argent en louant, en passant par des plateformes, plutôt que louer ces appartements, finalement, pour les gens qui cherchent des locations. C'est que le coût total du logement représente 40% du salaire moyen en Grèce. Ça, j'espère que vous vous rendez compte du chiffre. 40% du salaire moyen consacré à la dépense de logement. Donc c'est absolument gigantesque, c'est énorme. En France, c'est aux alentours de 20%, ce qui est déjà très élevé. Si on prend la tranche d'âge 18-34 ans, 72% des gens de la tranche d'âge 18-34 ans vivent chez leurs parents. Ça aussi, c'est quand même intéressant, ça, non? Ça en dit long. Est-ce que vous allez fonder une famille en vivant chez papa et maman?
Voilà, on peut imaginer une grande famille avec le grand-père, l'arrière-grand-mère, etc. Bon, ça correspond à une forme de tradition en Grèce, mais là, quand même, je crois que 72%, c'est quand même un chiffre qui est effrayant. Voilà. Je suis allé chercher les statistiques de pauvreté, parce que je pense que c'est aussi intéressant de regarder les statistiques de pauvreté. Aujourd'hui, vous avez environ 30% de la population qui est menacée de pauvreté. Et dans ces 30%, la moitié est en situation de privation matérielle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent faire un arbitrage entre se loger, se nourrir et se vêtir. C'est un arbitrage. Si je me nourris, je ne me loge pas. Si je me loge, je ne mange pas correctement. Je ne me vêtis pas. C'est les trois termes, si vous voulez. Hein. Donc, voilà. Donc c'est tout à fait considérable. Hein. 15% de population dans cette situation, 30% de la population menacée de pauvreté. Et quand on regarde, là aussi on peut regarder un peu les tranches d'âge, eh bien on trouve que environ le quart des enfants, c'est-à-dire entre 0 et 17 ans, vivent dans des ménages qui sont pauvres. Vous voyez, ça c'est beaucoup, hein, un quart. Hein. Il y a un seul pays en Europe qui atteint des pourcentages équivalents, c'est la Grande-Bretagne. C'est un pays extrêmement inégalitaire, hein, bien plus inégalitaire paradoxalement que la Roumanie. Hein. Et en Grèce, en 2020, environ 18% des travailleurs qui sont considérés comme étant des travailleurs pauvres, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre de leur rémunération par leur travail. Donc voilà. Alors comme en Grèce, il n'y a pas vraiment de transferts sociaux, vous comprenez que voilà, ils viennent s'ajouter en quelque sorte aux pauvres, même s'ils sont moins pauvres que ceux qui n'ont pas de travail, évidemment. Enfin, 18% de travailleurs pauvres, c'est quand même tout à fait énorme. C'est un effondrement des dépenses publiques et des dépenses de santé, le manque de personnel partout. J'ai regardé comme ça, les hôpitaux psychiatriques, par exemple, il y a 9 cliniques psychiatriques en Grèce, ce qui est très peu. Il y en a 5 qui ont fermé. Oui, c'est intéressant hein, comme chiffre, je crois. Hein. Bon, plus de 2,5 millions de Grecs ont perdu toute couverture de santé. Donc ils n'ont ni couverture publique, ni couverture privée. Donc s'ils se soignent, ben, ils se soignent comme ils peuvent. Voilà. On peut aller voir la grand-mère, consommer de l'huile, de l'ail par exemple. C'est l'accès à la mer. Effectivement, je n'aurais pas spontanément pensé. L'accès à la mer pour les Grecs, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. C'est-à-dire, même quand on est pauvre, être capable d'aller à la plage, par exemple. Et être capable d'aller à la plage sans nécessairement devoir payer pour aller à la plage. Et quand vous allez à Athènes, pour ceux d'entre vous qui sont allés à Athènes, autrefois, même la population athénienne, elle pouvait aller à la plage parce que les plages étaient gratuites. Voilà. Les plages sont privatisées. Elles sont privatisées. Et si vous allez à la plage dans les environs immédiats d'Athènes, ou même assez loin parfois, vous devez payer 60 €, 70 €, 80 € pour aller à la plage, parce que la plage est privatisée. Okay ? Et il y a beaucoup de plages qui sont maintenant insérées dans des complexes qu'on appelle all-inclusive, hein, vous voyez bien ce que je veux dire, totalement inaccessibles à la population grecque, puisque ce sont des gens qui viennent dans des espaces qui sont des espaces fermés. Le gouvernement grec est en train de privatiser des bandes entières de littoral, ce qu'il n'a pas le droit de faire, parce que le littoral est un bien commun. Donc l'État vend quelque chose qui ne lui appartient pas. Hein. Vous ne confondez pas un bien public avec un bien commun. Le littoral n'appartient pas à l'État grec. Le littoral appartient à la Grèce, ce qui n'est pas la même chose, hein. C'est un bien commun. Donc il n'a pas le droit de vendre le littoral, mais il s'assoit sur la loi, et il prétend vendre, dans des conditions juridiques très incertaines, des bandes de littoral. Hein, vous voyez le problème. Hein. Bon, et je terminerai par le surtourisme. Je vous ai dit tout à l'heure que le tourisme, c'était le moteur de la croissance économique. Donc, qu'est-ce que pèse le tourisme dans le PIB? 22%, ce qui est tout à fait considérable. Le double de ce que pèse l'industrie grecque. L'industrie grecque, c'est 10%, donc le tourisme, c'est 22%. Il y a eu 32 millions de touristes en 2023, ce qui est considérable. Maintenant, je vais juste vous donner un chiffre qui m'a complètement choqué. Sur les 32 millions, il y en a 1 sur 10, en fait un peu plus, c'est 3,4 millions, qui sont allés à Santorin, pour une population locale de 15 000 habitants. Bon, alors le mot de surtourisme, là, je crois, n'est pas excessif, c'est véritablement de surtourisme. Parce que les flux touristiques, si vous voulez, ça va et ça vient. Hein.
Aujourd'hui, c'est Santorin. Demain, ce ne sera pas Santorin, ce sera la Croatie. Après-demain, ça sera encore ailleurs. Et puis, les flux touristiques, on l'a vu quand même pendant la crise Covid, ce sont des flux qui sont fragiles aussi. Ce sont des flux qui peuvent à un moment donné se retourner. Si on devait avoir dans les pays dits développés une crise économique et sociale très grave, les gens, ils vont faire des économies. Ils vont faire des économies sur quoi? Ils vont faire des économies sur toutes les dépenses qui ne sont pas absolument indispensables. Donc, ils vont partir à proximité. Donc, pour les Français, ils vont partir en France, par exemple, ou ils vont partir juste à côté, en Espagne. Mais les destinations plus lointaines, voilà, et ils n'iront pas. Donc, c'est quelque chose qui est très dangereux, le tourisme. Voilà. Donc, je pensais que c'était utile de vous donner ces chiffres-là. Alors, je vais essayer de vous dire comment on peut peut-être expliquer ces éléments-là. Donc, quels sont les éléments d'explication? Je dirais plutôt du mal-développement plutôt que de la crise. Je crois que le terme serait beaucoup plus juste. En fait, sans refaire l'histoire, vous savez, au moins pour certains d'entre vous, que l'État grec est né dans des conditions extrêmement difficiles. C'est un État qui n'existait pas avant, donc pendant que la Grèce était sous le joug ottoman, mais quand la Grèce a acquis son indépendance, la Grèce a immédiatement été mise sous tutelle par un certain nombre de grandes puissances, dont la France aussi. Donc la France faisait partie des grandes puissances tutélaires sur la Grèce, qui ne permettaient pas à l'État grec de se constituer. C'est-à-dire que l'État grec, c'était l'administration assurée par les Français, les Allemands, plus ou moins les Allemands, les Russes, les Anglais. Voilà, ça, c'est les puissances tutélaires de la Grèce. Donc la Grèce n'a jamais réussi, en fait, à se constituer comme État de droit. Ça, c'est très important. C'est une grande différence avec la France. La France s'est constituée, on peut regretter ou pas, je ne sais pas, autour de l'État français. D'ailleurs, pour les Français, la différence entre l'État et la nation, c'est pas évident. La France est un État-nation. La Grèce, la nation grecque existe, mais elle n'existe pas autour de l'État, puisque l'État a été constitué par les puissances tutélaires de la Grèce. Donc il n'y a jamais eu en Grèce un État organisé avec une administration, avec tous les rouages nécessaires, la justice par exemple, nécessaire au fonctionnement de l'État de droit. La chose publique est complètement négligée, donc on ne parvient pas à constituer la chose publique. Quand je dis la chose publique, c'est-à-dire mettre en place un service public de la santé, mettre en place un service public de l'éducation. Voilà, donc le service public, ce qu'on appelle en France le service public, en fait, est inexistant en Grèce. Et le système fiscal lui-même est extraordinairement défaillant. Il n'y a pas en Grèce d'administration fiscale au sens propre du terme, et c'est quelque chose qui marque également l'existence d'un État de droit. Vous comprenez que si l'impôt n'est pas prélevé, il n'est pas prélevé dans de bonnes conditions, dans des conditions de justice sociale, il ne peut pas non plus y avoir de redistribution, il ne peut pas y avoir de fonctionnement de l'appareil d'État. Le capitalisme grec, c'est un capitalisme de rente. Ce n'est pas un capitalisme de développement. C'est un capitalisme de rente, c'est un capitalisme qui est porté par des rentiers, par des commerçants. C'est un capitalisme qui est porté beaucoup par des armateurs, ont un rôle très important, mais c'est un rôle qui n'est pas contributif. C'est-à-dire que les armateurs grecs bénéficient d'un régime fiscal qui est un régime fiscal extraordinairement favorable. Ils ne payent pas d'impôts. En Grèce, ils sont exonérés d'impôts. Ils contribuent par don. Ce qu'ils acceptent, c'est faire des dons. Donc, ils veulent que leur nom soit mis devant des bâtiments dont ils ont assuré la réhabilitation. Ils vont accepter d'acheter 15 ambulances, par exemple, parce que c'est leur bon vouloir d'acheter des ambulances. Mais vous voyez, c'est quand même pas exactement la même chose d'être dans une logique de charité, de don, et d'être dans une logique où vous avez des bénéfices, vous payez des impôts. De la même manière que l'Église grecque est le principal propriétaire immobilier en Grèce. Donc l'Église grecque possède énormément d'immeubles, énormément de terrains. L'Église grecque ne paye pas 1 euro d'impôt.
Et ces deux contributeurs potentiels ne contribuent pas, vous comprenez bien que ça ne peut pas véritablement fonctionner. Et une partie de la bourgeoisie esquive l'impôt de manière tout à fait évidente, parce que le système fiscal est une passoire et est pensé comme étant une passoire. Concernant le lien social en Grèce, alors certains d'entre vous connaissez la Grèce, vous êtes mariés à des Grecs. Les Grecs vivent en famille. La famille joue un rôle qui est extrêmement important. Est-ce que les Grecs ont le souci du bien commun? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que les Grecs, par exemple, qui ont un intérieur chez eux très propre, est-ce qu'ils vont véritablement prendre leur poubelle et mettre leur sac poubelle dans le conteneur? Ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'eux-mêmes vont entretenir correctement les plages qu'ils utilisent? C'est pas sûr du tout, ça. Donc, est-ce qu'ils comprennent l'intérêt de ce qu'est le bien commun? C'est pas complètement évident. Déjà, pour nous, Français, c'est pas facile de comprendre ce qu'est le bien commun, parce qu'on est souvent enfermé dans bien public, bien privé, alors que moi, je suis en train de vous parler de bien commun. Et le bien commun, l'idée spontanée d'un Grec, c'est que la nature n'appartient à personne, alors qu'il faudrait penser que la nature appartient à tout le monde, et que c'est la responsabilité de chacun de la préserver. C'est pas la même chose que de dire elle appartient à personne, donc je m'en fous. Vous voyez, donc cette question du bien commun est une question qui est extrêmement importante et je pense mal appréhendée en Grèce. Un des problèmes principaux de la Grèce, et j'en ai parlé tout à l'heure de fait, c'est le développement très tardif de l'industrie grecque. C'est-à-dire que la proto-industrie en Grèce, elle s'est développée dans les années 60. Une brève période qui a duré 10 ans d'industrialisation. Il y a eu un début d'industrialisation. Ça a duré 10 ans, pas davantage. Et l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne a été une véritable catastrophe. Même si les Grecs y ont vu beaucoup d'avantages parce que l'entrée dans l'Union européenne leur permettait d'accéder à un certain nombre de fonds, le FSE, le FEDER, ça vous dit quelque chose, le Fonds européen de développement régional. Bon, ok, mais l'entrée de la Grèce et de l'industrie grecque dans l'Union européenne a laminé le peu d'industrie que les Grecs avaient. Voilà. C'est probablement un des plus graves problèmes économiques. J'ai dit tout à l'heure que le problème principal était la démographie, évidemment, mais le problème de l'industrie, le problème de l'agriculture grecque, du sous-développement de l'agriculture grecque, ce sont des problèmes économiques très graves, mais qui ne font que renforcer les problèmes démographiques, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'avenir économique, donc les gens, évidemment, partent. Est-ce que la Grèce aurait dû rentrer dans l'Union européenne? Il y a beaucoup de Grecs aujourd'hui qui répondent clairement que la Grèce n'aurait pas dû rentrer dans l'Union européenne. Le problème, c'est qu'elle est entrée dans l'Union européenne en espérant donc recevoir des financements, en espérant dépendre moins des financements bancaires internationaux, par exemple, en comptant sur l'argent public européen. Donc la Grèce est effectivement rentrée dans l'Union européenne. Elle est entrée dans la zone euro, c'est pas exactement la même chose, vous faites peut-être la différence entre l'Union européenne et l'Union européenne et monétaire. Elle est entrée dans la zone euro, comme nous d'ailleurs, donc en 2000-2001, et entrant dans la zone euro, la question qui s'est posée, c'est est-ce que Syriza, par exemple, pouvait proposer une sortie de la zone euro? C'est une question qui était une question très, très importante. La réponse a été non, parce que la zone euro fonctionne, en tout cas pour la Grèce, comme un piège. Ça veut dire que vous entrez, et une fois que vous entrez dans le piège, vous ne sortez plus après. Et pourquoi vous ne sortez plus? Vous ne sortez plus parce que quand vous êtes totalement dépendant des importations, si vous sortez de la zone euro, vous récupérez votre monnaie, la drachme. Dès que vous sortez de la zone euro, la drachme, elle va se déprécier tout de suite. Elle va perdre 50, 60, 70% de sa valeur dans la journée. Mais les importations, vous allez les payer comment à ce moment-là? Avec une monnaie qui est complètement dévalorisée. La Grèce pourrait sortir de la zone euro si elle était moins dépendante des importations. Et comme les importations portent sur des produits de base, vous empêchez les gens à ce moment-là d'accéder à des produits de base. Tout ce que je viens de vous dire a été aggravé encore avec les différents mémorandums, vous vous rappelez, les 3, 4, 5 mémorandums qui ont abouti à ce que les Grecs, effectivement, refinancent leurs dettes, mais à chaque fois qu'ils refinançaient leurs dettes, à chaque fois,
l'attelage qu'on appelait Troïka, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, Commission européenne, imposait aux Grecs des reculs sur ceci, des baisses de dépenses publiques, des augmentations d'impôts, des baisses de salaires, des baisses de retraite, etc. etc. Bon, ce qui a évidemment conduit au fait que la Grèce et les Grecs dévissent et s'appauvrissent complètement, et c'est dans ce contexte-là que les jeunes Grecs, évidemment, ont quitté la Grèce. Syriza, c'est un parti, c'est pas un parti, hein, c'est un Syriza. Hein, en grec, ça signifie rassemblement des forces de gauche. Hein, pour faire simplement, Syriza, c'est un acronyme. Hein, voilà. Alors, ce rassemblement des forces de gauche a très bien fonctionné aussi longtemps qu'il était dans l'opposition. Parce que dans l'opposition, c'est quand même assez facile, quelque part, hein, de contester, en quelque sorte, de dire que ce qui est fait n'est pas bien fait, et que nous, on fera beaucoup mieux. Bon, voilà, quoi. Est-ce que Syriza était convenablement préparé à exercer le pouvoir lorsqu'ils ont été portés au pouvoir? Pour moi, la réponse est clairement négative. Alors, elle est clairement négative pour un ensemble de raisons. La première raison, c'est que ce parti, qui était un parti de la gauche radicale, s'est progressivement transformé en parti social-démocrate, avant d'arriver au pouvoir. Pourquoi? Bon, un motif très, très simple, hein, c'est que le Parti social-démocrate grec, ayant été au pouvoir, hein, le PASOK, Papandréou, ça vous dit sans doute quelque chose, hein, ce parti a été chassé du pouvoir, hein, par les élections en 2008, hein, après 2008, excusez-moi, et une grande partie des cadres du PASOK, du Parti socialiste grec, voyant les scores de Syriza monter, a migré tout simplement vers Syriza. Donc, quand vous regardez la pyramide politique du fonctionnement du parti Syriza, de son groupement de partis, en fait, à la base, vous avez des militants qui sont issus des dispensaires sociaux, des coopératives, etc. Et plus vous progressiez dans les échelons hiérarchiques, jusqu'à arriver à ceux qui après sont devenus députés, ministres, etc., et plus la proportion de gens venant du PASOK, c'est-à-dire du Parti socialiste grec, était importante. Vous voyez ? Donc c'est un parti qui, au départ, avait des aspirations populaires très fortes, une volonté de changement très affirmée, et qui progressivement s'est complètement social-démocratisé. Et quand certains de mes interlocuteurs donc de ce parti et après du gouvernement me disaient « mais regarde, c'est extraordinaire, on a réussi à débaucher tel cadre dirigeant du PASOK. Par exemple, M. Varoufakis, au PASOK, et qui a été un des artisans de la renégociation de la dette grecque catastrophique en 2011. Quand on nous a dit « regarde, c'est extraordinaire, Varoufakis nous rejoint », moi, je me suis dit, voilà, là, c'est un parti qui est en train de perdre son assise populaire, qui est en train de se social-démocratiser, et il y a une coupure qui est en train de s'établir entre la base militante et la tête du parti politique, qui est de plus en plus une tête social-démocrate. Quand ils sont arrivés au pouvoir, est-ce qu'ils avaient un projet et un programme de développement pour la Grèce? Je vais vous répondre très clairement, parce que, d'une certaine manière, je le sais, puisque j'ai participé à cela. La réponse est clairement non. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de projet de développement. Quand ils se posaient la question « mais comment on va développer la Grèce ?» Pas de réponse pour l'agriculture, pas de réponse pour l'industrie, une position très ambiguë concernant les flux migratoires. Donc tout un ensemble, si vous voulez, d'approximations qui vont bien quand vous êtes dans l'opposition, mais qui ne vont plus du tout lorsque vous êtes au gouvernement. Le coup fatal pour moi, c'est l'équation financière. L'équation financière, ils n'ont pas su la résoudre. Pourquoi? Parce que la Troïka, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, a exercé une pression très forte. Dès que Syriza est arrivé au pouvoir, la Banque centrale européenne a coupé les possibilités de refinancement des banques grecques. Les canaux de refinancement de la BCE, de la Banque centrale européenne, ont été fermés.
Donc l'équation devenait extrêmement difficile, parce que l'État ne pouvait plus se refinancer. Hein, donc ça commence à devenir chaud, là, hein, vous ne pouvez plus payer les fonctionnaires, ça commence à devenir un peu difficile. Hein. Bon. Deux termes dans l'équation financière grecque. Il y a un terme qui est est-ce qu'on reste ou pas dans la zone euro, okay, ou bien est-ce qu'en quelque sorte on en sort et on dit qu'on ne rembourse plus. Mais vous ne pouvez pas ne pas décider. Hein. Et il arrive un moment où il faut décider. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans une situation en disant on va négocier avec nos partenaires. Parce que comme un grec résistant très, très connu l'a dit, mais ça, ces gens avec lesquels on négocie, ce ne sont pas des partenaires. Ce sont des gens qui veulent la fin, qui veulent l'échec de l'expérience Syriza. Donc, la seule question que les Grecs pouvaient se poser, c'est est-ce qu'on sort de la zone euro ou pas? Je vous ai répondu tout à l'heure qu'ils ne pouvaient pas sortir de la zone euro. Ils ne pouvaient pas. Parce que s'ils étaient sortis de la zone euro, ils auraient surpayé leurs importations, ils auraient provoqué un choc de pauvreté, etc. Donc, à défaut de pouvoir sortir de la zone euro, quelle était la seule option, la seule, hein, moi j'ai essayé de les convaincre jusqu'au bout de ça, c'était de dire, vous avez dans les mains une arme nucléaire. L'arme nucléaire, évidemment, quand elle explose, vous la prenez en pleine poire, hein, mais ceux avec lesquels vous négociez, ils se la prennent aussi en pleine poire. Hein. L'arme nucléaire, c'est la Grèce fait défaut sur sa dette. Elle dit, on n'arrive pas à s'entendre, vous ne négociez pas, on arrête de rembourser, c'est terminé. On arrête de rembourser. Jusqu'à ce que vous acceptiez des conditions de refinancement correctes de la dette. Et certainement pas le paiement des intérêts. C'est pas fait parce qu'ils ont été dans l'illusion qui était on va refinancer, on va refinancer, on va refinancer. 70 milliards d'euros. C'était la créance à l'époque de l'État français sur l'État grec. Vous imaginez un État grec qui dit je ne paye plus? Vous faites sauter la caisse en France à ce moment-là. Hein. Vous faites sauter la caisse en Allemagne, vous faites sauter la caisse partout. Je vous assure que tout le monde serait mis autour de la table. Bon, écoutez, d'accord, on va négocier. Hein. On va certainement négocier. Mais les Grecs n'ont jamais fait ça. Un problème politique sur la pasokisation, social-démocratisation, l'absence d'un projet de développement sur l'industrie et l'agriculture, et une équation financière qui n'est pas résolue. Ben, vous prenez les trois éléments et vous avez un blocage. Trouver une solution, c'est-à-dire un moratoire sur l'ensemble des intérêts, un non-remboursement sur quelques années, et après, bon, je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais moi j'ai proposé une solution avec deux collègues, en fait, hein, des universitaires, l'un économiste et l'autre juriste, en fait. Hein. On est allé à Athènes, on a exposé notre solution, que vous retrouverez dans un numéro du Monde diplomatique. Ce qu'on a proposé, c'est la constitution de fonds bilatéraux d'investissement. Je vous disais tout à l'heure, la France, l'État français avait une créance sur l'État grec de 70 milliards, n'est-ce pas? Dans notre proposition, l'État français renonçait à sa créance. Il disait, vous ne remboursez pas. Les sommes que vous deviez nous rembourser, vous allez progressivement les investir dans votre propre économie. C'est retour à meilleure fortune. Okay? Et nous, on va devenir des partenaires dans le fonds bilatéral d'investissement. C'est un peu comme, si vous voulez, comment vous dire, quand une grande entreprise a de grosses difficultés avec sa banque, la banque n'a aucun intérêt à mettre la grande entreprise en faillite, parce qu'elle va récupérer des clopinettes. Il a intérêt à devenir actionnaire de l'entreprise et à transformer la créance qu'il a en prise de participation dans le capital. C'est comme ça que ça se passe. Sauf que là, ce n'est pas une entreprise, c'est l'État grec. Vous n'allez pas prendre des parts de l'État grec, ça n'a aucun sens, ce n'est pas une entité privée, c'est une entité publique. Donc, à défaut de prendre des parts dans l'État grec, l'idée était de constituer des fonds bilatéraux d'investissement. Okay, et ces fonds bilatéraux d'investissement auraient permis aux Grecs de cesser de rembourser et plutôt d'investir dans leur propre économie pour engager un projet de développement qui, à terme, aurait permis effectivement de commencer à rembourser la dette, mais sur de bonnes bases. La solution que je viens de vous indiquer là était acceptée par le gouvernement français et non retenue par le gouvernement grec. Hein. Non retenue par le gouvernement grec, pourquoi? Parce que l'influence du ministre de l'économie et des finances, M. Varoufakis, était tellement importante que le gouvernement n'a pas... Enfin, on a présenté cette proposition au gouvernement grec, et
l'équipe technique du vice-premier ministre a été parfaitement au courant de cette proposition, mais la logique n'était pas celle-là. La logique, c'était on s'en fout, on continue, on emprunte. Si je tente une comparaison avec la France, vous vous rappelez, c'est le troisième moment. Alors, évidemment, j'ai très envie de la faire, parce que l'impression que j'ai, c'est que, quelque part, on est sur la même pente, c'est-à-dire une pente descendante, pour être très, très clair. La dépendance aux importations. Je ne vais pas revenir sur le cas grec, parce que je vous ai donné les chiffres, j'en ai parlé. La dépendance aux importations de la France est devenue considérable. La France a toujours été dépendante pour ses énergies fossiles, ça on le sait, pétrole, charbon, etc. Bon, ça on le sait, mais la France est incroyablement dépendante dans tous les domaines aujourd'hui. Elle est dépendante en grande partie pour son énergie, parce qu'on continue quand même de consommer beaucoup de pétrole, comme vous le savez. On n'a jamais consommé autant de pétrole qu'aujourd'hui, vous le savez, ça, n'est-ce pas ? En France et comme ailleurs. Elle est dépendante pour ce qu'on appelle les semi-produits, c'est-à-dire l'acier, par exemple. On produit de moins en moins d'acier en France, on en consomme de plus en plus. Elle est dépendante pour tous les produits chimiques, c'est-à-dire tous les produits qui sont intermédiaires, qui rentrent dans la composition des produits industriels. Et si je regarde l'industrie de la machine-outil, etc., a complètement périclité en France dans les années 80. Donc quand une entreprise s'équipe en machines en France aujourd'hui, elle s'équipe avec des machines allemandes, des machines japonaises, des machines italiennes, des machines américaines. Il n'y a plus d'industrie de la machine en France, ou très peu en tout cas, sauf dans quelques domaines comme le domaine de la viticulture. La désindustrialisation, c'est le pays qui s'est le plus désindustrialisé en Europe, clairement c'est la France, il n'y a pas de doute. Et maintenant, on est entré dans une dernière phase, pour moi en tout cas, de la désindustrialisation française, c'est les biens que les ménages utilisent eux-mêmes. On avait en France une industrie de l'électroménager, comme on avait en France une industrie automobile. Je parle au passé. On avait en France une industrie électroménager, on n'a plus d'industrie électroménager. On a encore des éléments du petit électroménager autour du groupe SEB. Quant à l'industrie automobile française, elle produisait il n'y a pas si longtemps que ça 4 millions de véhicules. Elle en produit aujourd'hui moins de 2 millions. Donc la production en volume automobile française a été divisée par 2. Et quand vous achetez aujourd'hui une automobile de marque française, je dis bien qu'elle est de marque française. Ce qui veut dire en clair que la plupart des véhicules de marque française aujourd'hui sont importés. Si vous achetez une Dacia, évidemment, elle est importée de Roumanie. Si vous achetez une Dacia électrique, la Spring, elle est assemblée en Chine. Et si vous regardez les modèles que Peugeot met sur le marché aujourd'hui, Peugeot, Citroën, ils sont pour la grande majorité d'entre eux produits dans des pays d'Europe du Sud, en Turquie, en Roumanie, et pour une bonne partie d'entre eux, croissante d'ailleurs, en Chine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la balance commerciale de l'automobile française est une balance déficitaire. Alors que pendant très longtemps, on avait des excédents de la balance commerciale dans l'automobile, on a maintenant des déficits gigantesques de la balance commerciale dans l'automobile. Donc, en fait, à part quelques rares domaines comme l'aéronautique, dans lesquels effectivement on a des excédents, ou encore les cosmétiques et les produits de luxe, pour tous les autres domaines, nous sommes déficitaires avec des taux d'importation de plus en plus élevés. Et 80% des biens manufacturés qu'utilisent les ménages, 80% sont importés. Vous voyez, ça donne un chiffre quand même qui est quelque part ahurissant. Quelle est la différence alors avec la Grèce ? Vous comprenez que je peux faire la comparaison. Pourquoi je ne la ferai pas ? On est exactement dans une situation qui est une situation industrielle extrêmement dégradée. Alors, les jeunes Français, ils émigrent pas, en tout cas pas trop pour l'instant, mais ce qui m'inquiète peut-être autant que l'émigration, c'est très inquiétant pour moi, c'est la baisse très rapide du taux de fécondité. Le taux de fécondité en Grèce, il est de 1,3. Okay. Le taux de fécondité en France, qui était supérieur à 2 il n'y a pas longtemps du tout, il est à 1,8. Et la pente, c'est 1,7, etc. C'est-à-dire qu'on est en effondrement du point de vue de la fécondité et par conséquent de la natalité. Et ce n'est pas vraiment surprenant parce que les jeunes Français, eh bien, ils se posent des questions aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent, dans le contexte dans lequel nous sommes, avoir des enfants, fonder une famille,
Oui, ce sont les questions que se posent les jeunes Grecs aussi. Hein. Alors les jeunes Grecs, ils y répondent en partant. Sur la pauvreté en France, je ne vais pas vous donner les chiffres, je les ai, hein, ils sont très alarmants. Hein. La pauvreté qui avait reculé maintenant progresse très fortement. Quant au discours ambiant sur la dette et le déficit, ne me dites pas que vous n'entendez pas ce discours-là quand même. Hein. La dette est beaucoup trop importante. Et d'ailleurs, on a un Premier ministre qui a été Premier ministre pendant quelques temps, qui s'appelle M. Barnier, hein, qui a dit « Je suis absolument effrayé, je découvre une dette qui nous a été cachée ». Il fait exactement la même chose que le dirigeant du PASOK, qui s'appelait M. Papandréou en 2008, qui, arrivé au pouvoir, a dit « Je suis vraiment désolé, moi je pensais faire beaucoup de choses bien, mais là, c'est pas possible, je découvre une dette qui est extraordinairement importante et qui m'empêche de faire quoi que ce soit ». Donc cette dette que l'on découvre, soi-disant, c'est quand même quelque chose, je trouve, qui tient de la tromperie. Et en fait, on nous propose, pour réduire la dette et le déficit, exactement la même solution qu'en Grèce, c'est réduire les dépenses publiques. Hein. Voilà. Donc on réduit les dépenses publiques dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur, dans le domaine de la santé, on réduit donc les coupes budgétaires. Bon. Si on pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, on ne s'en sortira pas. Et malheureusement, on a l'exemple de la Grèce. Et les Grecs ont fait ça. Ils ont fait ça, ce qui a provoqué une récession, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, hein, de baisse du PIB, ce qui a provoqué une récession énorme. Et vous comprenez bien que quand il y a une récession très importante, les recettes fiscales, elles n'augmentent pas. Hein. Avec une récession très importante, les recettes fiscales ont tendance à baisser. Donc imaginez qu'on va sortir de la dette et des déficits avec un recul de la dépense publique est un contresens total. Et la Grèce l'a montré, elle a été le laboratoire de cette politique-là en Europe, et on est en train de faire les mêmes erreurs. Mais ce n'est pas vraiment une erreur parce que, évidemment, quand on baisse la dépense publique, ça ouvre des espaces pour le secteur marchand, pour le secteur privé, qui sont des espaces extraordinairement importants. La Grèce n'a pas de projet, elle n'a pas de projet politique. Est-ce que la France a un projet politique? Est-ce qu'on fait autre chose que du pilotage à vue? Et encore du pilotage à vue dans de mauvaises conditions, comme je viens de le rappeler. Hein. Donc de ce point de vue-là, j'ai aussi l'impression que la France ressemble de plus en plus à la Grèce. Pas de pilotage, pas de cap, pas d'horizon, pas de projet. Voilà. On pourrait ajouter, et venez chez nous, les parcs d'attractions remplaceront les usines qui ferment. Il y a un élément qui me paraît très dangereux en France, extrêmement dangereux, c'est l'attitude de la grande bourgeoisie française à l'égard de la France. C'est l'attitude qui a conduit à cette bourgeoisie à dire plutôt Hitler que le Front populaire. C'est cette même bourgeoisie qui a fusillé les communards à l'époque de la Commune. Et c'est cette bourgeoisie-là qui aujourd'hui n'a que faire du destin de la France parce que cet argent et leurs capitaux sont investis massivement à l'étranger. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai problème. Parce que dans les années 50-60, l'État français, l'État gaullien, avait maîtrisé cette bourgeoisie-là. Il avait mis quelque part sous tutelle avec la planification. Okay. Simplement, c'est plus le cas aujourd'hui. Le destin des groupes français ne se confond plus du tout, les groupes dits français ne se confondent plus du tout avec le destin de la France. Donc pour moi, une question qui est très importante qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire en sorte que ces groupes français, eh bien, d'une manière ou d'une autre, par la contrainte ou autrement, réintègrent dans leurs propres intérêts l'intérêt national. Si ça on ne le fait pas, alors la désindustrialisation continuera, le chômage continuera de croître et on pourra faire n'importe quoi. Là, la pente, elle sera strictement descendante. Ça, c'est un enjeu qui est tout à fait central. Bon, alors, je vais terminer en essayant de réfléchir aux solutions possibles. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte comme celui-là? D'abord, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire ceci pour qu'on finalement on s'en sorte. Je pense que même la voie qui consisterait à dire il faut doper la croissance économique n'est pas la bonne. À l'inverse, la voie qui consisterait à dire il faut mettre en œuvre un projet de décroissance économique pour préserver la nature ne me paraît pas non plus être la bonne solution. C'est-à-dire que pour moi, la solution, elle est ni dans 2, 3 ou 4 points de croissance en plus, ni dans 3, 4, 5 points de croissance en moins,
pour résoudre des problèmes environnementaux. Ce sont des mauvais dilemmes, ce sont des questions qui sont mal posées. Et évidemment, quand vous posez mal la question, donc vous ne pouvez pas avoir les bonnes réponses. Alors, pour moi, la question centrale pour la Grèce, comme pour la France, c'est la même, c'est la question du développement. C'est comment ces pays, comment les pays européens, comment ces pays peuvent imaginer, envisager, dans la situation dans laquelle ils sont, véritablement un projet de développement. Et le développement, ce n'est pas la croissance économique. Pour moi, le premier élément, un premier marqueur d'un projet de développement, c'est que les gens prennent leurs affaires en main. C'est-à-dire, ce n'est pas d'attendre, en quelque sorte, d'un gouvernement, quel qu'il soit, même bien orienté d'ailleurs, qu'il fournisse les solutions clés en main. Donc moi, je vais voter correctement. Je mets en place un gouvernement qui va, lui, nous dire ce qu'il faut faire. Je crois que ça, l'expérience grecque de Syriza nous montre, l'expérience à laquelle j'ai pu un peu participer, nous montre que ce n'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne solution, ça. Ne confiez pas les clés du camion à un gouvernement. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'un projet de développement doit être l'affaire des forces sociales du pays elles-mêmes. Exactement comme ça s'est fait dans des conditions très difficiles pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil national de la résistance, les forces sociales, les forces politiques du pays, qui ont réussi, à travers les difficultés, à avoir une compréhension commune de l'étrange défaite et une compréhension commune de ce qu'il fallait faire. Et ça, ce n'est pas un gouvernement, un parti politique qui va le faire, c'est la société des citoyens qui doit s'en emparer. Exactement comme la Convention citoyenne pour le climat l'a fait, ou encore comme les cahiers de doléances l'ont fait. Là, on a le substrat d'un projet de développement. C'est ça ce qu'il faut regarder. Il faut regarder ce que les citoyens peuvent faire quand ils décident de se prendre en main en quelque sorte. Je pense aussi, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, s'agissant du fonctionnement de la démocratie, on a de sérieux problèmes de démocratie représentative. C'est-à-dire que ceux que nous élisons, on les élit, et puis après, ils font des choses qui sont très différentes de ce pourquoi ils ont été élus sur un mandat. Mais je pense que ce n'est pas en réfléchissant les différentes modalités de la démocratie indirecte qu'on va la faire revivre, même s'il y a une nécessité de penser une autre constitution, c'est par la démocratie directe qu'on fera revivre la démocratie représentative. Vous voyez ? Il y a donc une sorte de relation, si vous voulez, entre la qualité de la démocratie directe et la qualité de la démocratie représentative. Donc faire progresser la démocratie partout, pas simplement dans la cité, mais aussi dans les organisations, dans les lieux dans lesquels on travaille, dans les hôpitaux, dans les dispensaires, dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises. Faire progresser la démocratie, faire en sorte que les gens prennent leurs affaires en main. Ensuite, c'est considérer que la priorité absolue, c'est de faire en sorte que les activités productives se développent. La France a su développer son industrie, parce que la France a su développer son agriculture. Donc aujourd'hui, imaginez un projet de développement avec une industrie qui serait laminée, sans projet industriel, sans projet pour nos agriculteurs, pour nos paysans, c'est impossible. Simplement, ce n'est pas la même industrie ou la même agriculture. Donc il faut inventer une autre industrie, une autre agriculture. À mon avis, dans trois directions. Première direction, c'est une industrie et une agriculture qui répond d'abord aux besoins de la population. Parce que c'est comme ça que vous ferez reculer les importations. Vous comprenez bien la différence qu'il y a entre une industrie qui est orientée vers les marchés étrangers et une industrie qui répond d'abord aux besoins de la population. C'est vrai pour la Grèce, mais c'est devenu entre-temps très vrai pour la France. Une industrie beaucoup plus écologique. C'est très important aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'agriculture, comme l'industrie, respecte la nature. Et ça, c'est un basculement complet. C'est un basculement complet, c'est un basculement qui est difficile, parce que dans les médias, on oppose systématiquement l'industrie et l'écologie. On oppose agriculture et agriculteurs et écologie. Toutes les mesures que le gouvernement prend depuis quelques semaines et quelques mois sont des mesures de détricotage
de toutes les normes environnementales, écologiques qui sont bonnes pour ce que nous mangeons, mais qui sont bonnes aussi pour les agriculteurs eux-mêmes. Ils s'intoxiquent avec les produits qu'ils utilisent, hein, évidemment. Hein. Une industrie, il me semble que c'est très important aussi, qui reconnaît la place du travail. Aujourd'hui, on nous bassine avec l'intelligence artificielle, alors qu'en réalité, le cœur, c'est les compétences des gens. C'est les gens qui sont compétents, ce sont les gens qui travaillent. Cette question du travail, cette question de la reconnaissance des compétences est une question qui est centrale. Quand vous demandez à un salarié de travailler, vous lui demandez de travailler mal parce qu'il n'a pas le temps, il n'est pas satisfait. Et on se pose la question en France, pourquoi la productivité recule? Parce que vous savez que depuis 4 ans, la productivité du travail en France recule. Hein. Ben, la productivité du travail recule parce que les gens ne se reconnaissent plus dans le travail. Parce que le sens au travail, ben, ils ne le trouvent pas. Donc ils ne s'impliquent pas. Donc c'est très important ça. Hein. Donc cette industrie ou cette agriculture dont je vous parle, vous voyez, les orientations, réponse aux besoins, plus écologiques, et reconnaissant les compétences de ceux qui travaillent. Parce que c'est eux qui travaillent, c'est eux qui créent la valeur. L'industrie et l'agriculture beaucoup plus ancrées territorialement. Hein, ça, c'est très important. La question des territoires est une question qui est très importante. La France, certainement. La Grèce, oui, mais il y a des territoires en France. Hein. L'industrie française, elle doit être territorialisée. Et là où elle fonctionne à peu près, c'est quand elle est territorialisée. Quand elle n'est plus territorialisée, alors elle est ouverte à tout va, et puis vous avez des groupes qui ont des stratégies mondiales qui ne s'intéressent plus à la France parce qu'ils ne s'intéressent plus au territoire. Hein, vous voyez. L'impératif absolu, c'est de protéger la nature parce que nous sommes dans une situation écologique qui est tellement dégradée qu'aujourd'hui, considérer que la protection de la nature, de l'environnement, ça va, on va mettre ça de côté pendant un moment parce qu'on a d'autres problèmes à fouetter, à régler. Ça, c'est une très grave erreur. Hein. Protéger la nature, c'est assurer le développement durable. Et le développement durable, c'est le développement d'aujourd'hui, mais c'est le développement pour les générations futures. Hein. Donc on ne peut pas laisser aux générations futures une nature qui est à ce point dégradée. Vous voyez que le programme sur un nouveau modèle de développement, il est très vaste, et j'espère avoir identifié au moins quelques marqueurs. Voilà. Comme aux États-Unis, suite à la grande crise 1929, 1932, etc., vous vous rappelez peut-être que le président américain de l'époque, Roosevelt, avait laissé une semaine aux banques américaines pour dire si elles étaient une banque d'affaires ou une banque de dépôt. C'était ou l'un ou l'autre. La banque de dépôt, c'est, qu'est-ce qu'elle fait? Comme son nom l'indique, elle collecte les dépôts des épargnants. Okay. Qu'est-ce qu'elle en fait logiquement? Hein, elle les transforme en prêts, et en particulier en prêts aux entreprises, aux collectivités locales, et éventuellement à d'autres ménages. Ça, c'est le job de la banque de dépôt. La banque de dépôt, c'est typiquement la BNP, c'est typiquement l'ancienne Société Générale, c'est typiquement le Crédit Agricole pour les agriculteurs, etc. Ça, c'est le job des banques de dépôt. Les banques d'affaires, c'est pas ça. Hein. Les banques d'affaires, c'est Suez. Les banques d'affaires, c'est Paribas. Et le job des banques d'affaires, c'est pas du tout de gérer les dépôts des particuliers. Hein. Les banques d'affaires, elles, ce qui les intéresse, c'est de faire des affaires. Donc, elles gèrent les patrimoines de gens qui ont beaucoup d'argent ou les patrimoines parfois de compagnies d'assurance ou de fonds quelconques, et elles placent cet argent sur les marchés financiers. Jusqu'en 1999, il y avait un cloisonnement absolu aux États-Unis comme en France. Une banque d'affaires, c'est une banque d'affaires, une banque de dépôt, c'est une banque de dépôt. Clinton, qui est admiré en France pour des raisons que je ne comprends pas, par une partie de la gauche française en tout cas, hein, a pris la décision catastrophique en 1999 d'abroger la loi Stigl Act de 1932 qui séparait les banques d'affaires et les banques de dépôt. Et à partir de là, en 1999, les banques américaines sont devenues des banques qu'on appelle universelles. Il l'a fait le dernier jour de son mandat. Oui, c'est donc à partir de là, les banques américaines deviennent des banques universelles, ce qui veut dire qu'elles récupèrent l'argent des dépôts des déposants, non pas pour prêter de l'argent à l'économie dans l'économie réelle, mais pour le jouer en bourse sur les marchés financiers. Nos banques ont fait exactement la même chose. C'est ce qui explique le mariage BNP-Paribas. Vous avez d'un côté BNP qui est un pôle banque-dépôt, Paribas qui est une banque d'affaires, vous avez le mariage entre les deux. La Société Générale aujourd'hui, qui autrefois était une banque de dépôt, qui réalise 80% de ses bénéfices sur les marchés financiers. Les Allemands ont été beaucoup plus prudents que nous. Hein.
jusque dans un passé récent, ils n'ont pas fait cette fusion entre banque d'affaires et banque de dépôt. Il faut absolument une planification. Moi, je me suis, j'ai été moi-même pendant 7 ans au commissariat au plan, donc je sais à peu près de quoi je parle en l'occurrence. Donc il faut certainement une planification, parce que là, le marché ne peut pas assurer cette activité-là. Il faut qu'il y ait une réglementation publique sur les normes. Là, il faut absolument que ces normes soient vérifiées, soient codifiées, soient respectées, qu'il y ait des sanctions si elles ne sont pas respectées. Voilà, il faut qu'à l'avenir, qu'on apprenne à raisonner, de mon point de vue, sur 3 termes. À la fois sur un terme qui est le marché, quand c'est possible, on laisse fonctionner, ok, surtout sur des activités quotidiennes de petites entreprises, de choses comme ça. L'État, la planification publique quand c'est nécessaire, et puis dans d'autres domaines, il faut que ce soit le bien commun. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas besoin d'une régulation publique et qui n'ont pas non plus besoin d'une régulation par le marché. Mais les biens communs. Par exemple, les questions écologiques, pour moi, sont des questions qui relèvent du bien commun. Alors que l'État, après, mette en place des normes, certainement, mais la nature est un bien commun. Donc voilà, je pense que c'est important qu'on raisonne comme ça. Merci. Mai pita kanki ikchata suar Espanya Nukatun kanki Mai pita kanki Cuma hurko rikcharia